Allô? Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup d'être là. Voilà, donc moi je suis ingénieur lasériste IPL. Je suis formateur aussi, donc je vais avoir une partie un petit peu technique tout à l'heure en seconde partie. Je vais prendre à peu près 15 minutes voilà, pour vous expliquer ce que c'est que la lumière, etc., si elle est dangereuse, etc. Donc si vous avez des lasers ou vous comptez en avoir, ou d'autres appareils, vous êtes au bon endroit. Voilà, donc là, Florence et Christina vont nous présenter la partie réglementaire et évolution de l'esthétique. Voilà. Bonjour à tous. Nous avons choisi de faire donc cette conférence à 3 voix sur le vaste sujet de l'évolution des technologies dans le monde de l'esthétique. À 3 voix parce que le côté juridique, le côté terrain et le côté ingénieur. Donc moi je suis Florence, je suis juriste en affaires réglementaires et je m'occupe de tout ce qui est conformité des produits, vérification de la conformité des produits avant leur mise sur le marché. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Christina, je suis formatrice et donc ma mission, on va dire quotidienne, c'est de former nos clientes, vos clientes à tout ce qui est technologie esthétique. On va donc d'abord commencer par le constat. En fait, on se rend compte que le métier d'esthéticienne a énormément évolué avec une technicisation du métier. Avec toute cette évolution a lieu dans un cadre réglementaire particulier. Et ensuite, comment appréhender justement ce changement entre l'évolution de la pratique et l'évolution réglementaire. Et c'est vrai qu'on constate depuis plusieurs années une évolution vraiment permanente de tout ce qui est technologie, donc la technologie issue du médical qu'on va amener à l'esthétique. Et c'est vrai que la frontière est très maigre. Et c'est vrai que du coup, la question est vraiment, voilà, comment appréhender ce virage de la profession tout en restant sur un cadre réglementaire. C'est ce que va nous expliquer Florence. Oui, merci Christina. En fait, on se rend compte que voilà, dans les secteurs de l'esthétique, il y a de plus en plus d'appareils high-tech qui sont proposés aux esthéticiennes avec une frontière très mince en fait, entre les différents champs de compétences, que ce soit l'épilation, la minceur, tout ce qui est anti-âge. On se rend compte que les pratiques, les champs de compétences se rejoignent. Et la question que vous avez tous eu certainement eu à vous poser, c'est: ai-je le droit de pratiquer avec cet appareil ? Au niveau de la réglementation, il n'y a pas de liste en fait qui existe, il n'y a pas de liste réglementaire qui détermine ce qui est autorisé ou non ou pas en institut. On vous disait en introduction que les technologies ont énormément évolué, mais par contre le législateur n'a pas suivi cette évolution des pratiques, et les pratiques sont peu ou pas très peu réglementées. Une définition du soin esthétique, on ne sait pas trop ce qu'est un soin esthétique, c'est l'amélioration de l'état de la peau, mais il n'y a pas de définition réglementaire figée. Ça amène à un flou juridique et des pratiques non encadrées, en fait, où les esthéticiennes, à chaque fois qu'elles doivent investir dans un nouvel appareil, sont obligées à chaque fois de se poser la question: ai-je le droit ou pas de pratiquer cet appareil? Je vous parlais du cadre réglementaire. Il existe quand même s'il est assez faible et qu'il n'a pas beaucoup évolué. Il y a tout d'abord la loi avec notamment le code de l'artisanat qui stipule en fait que pour pratiquer un soin esthétique, il faut avoir seules certaines personnes qui ont les capacités de passer les diplômes peuvent pratiquer le soin esthétique. La pratique de l'esthétique est aussi délimité en fait à contrario par rapport au décret du 6 janvier 1962. On va prendre par exemple l'exemple de l'épilation où il indique que les pratiques de l'épilation sont réservées aux médecins, sauf pour tout ce qui est la cire et la pince.
On a aussi l'administration dans sa doctrine, notamment par exemple la DGCCRF. Je vous invite à aller voir son site internet, la foire aux questions, qui donne une définition de tout ce qui est soins esthétiques. Mais quand on lit les définitions, on se rend compte qu'on reste vraiment à la définition de l'esthétique tel qu'il était pratiqué dans les années 90-2000. En fait, tout ce qui est soins cosmétiques, embellissement de la peau, mais il y a très peu de références à tout ce qui est pratique des nouvelles technologies. Il y a aussi, alors face à cette absence de texte juridique et réglementaire, on a quand même eu une jurisprudence assez foisonnante. Et la jurisprudence s'est focalisée en fait pour distinguer tout ce qui était l'acte médical de l'acte esthétique sur 2 critères fondamentaux. La finalité de l'acte. Alors la finalité de l'acte, c'est le premier critère en fait décisif. Est-ce que l'acte a une finalité thérapeutique ou est-ce qu'il a une finalité purement esthétique? Finalité thérapeutique, par exemple, est-ce que c'est pour soigner de l'acné? Est-ce que c'est pour soigner une varice? Est-ce qu'en fait c'est un but de guérir en fait une maladie? Ou est-ce que c'est purement esthétique, tout ce qui est diminution des rides, amincissement? Et il y a un deuxième critère qui entre en jeu, c'est tout ce qui concerne le fait de ne pas être invasif. Il ne doit pas y avoir de destruction des téguments. Voilà. Donc là, on a vu un peu le cadre réglementaire général, mais je vous propose qu'on regarde maintenant pour chaque appareil, en fait, pour les appareils qui sont appréciés en institut, ce qu'il en est de la réglementation. Et je vous propose qu'on aborde la cryo. Voilà, donc la cryo, donc c'est une technologie donc de remodelage, d'amincissement par le froid. Donc il y a toujours un peu, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Et donc la frontière est mince, mais il y a quand même une frontière à ne pas dépasser entre l'esthétique et la médecine. Qu'est-ce que tu en penses, Florence? Alors la cryo, je sais, on a souvent beaucoup de remontées. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez, où il y a pas mal de contentieux. L'administration là-dessus a tranché. Et c'est écrit noir sur blanc sur son site internet, sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, la foire aux questions. La cryo est autorisée pour les esthéticiennes. Alors, on conseille quand même d'utiliser le terme cryo-esthétique pour éviter toute ambiguïté. Et il y a certains critères qui sont énumérés par l'administration. Il faut que la cryo soit à corps partiel, c'est-à-dire pas les instruments, pas les types de machines qui sont utilisées notamment par les kinés, c'est ça? Non, en effet, les caissons, c'est vraiment de la récupération musculaire. Là, on s'adresse vraiment à des médecins. Nous, on est vraiment sur de l'amincissement, sur une zone bien précise. D'accord. Donc, il faut pas. Et en termes de température, l'esthéticienne ne doit pas descendre en dessous de 5 degrés. Moins 5 degrés, pardon, excusez-moi, moins 5 degrés, justement pour pas qu'il y ait cette destruction des téguments. Parce qu'à partir du moment où il y a destruction des cellules, là, on rentre dans le cadre médical. Voilà. Il y a eu une jurisprudence assez récente, notamment en 2023, la Cour de cassation qui avait bien reprécisé ces critères. Et en fait, des esthéticiennes avaient été condamnées au pénal, mais c'est vraiment parce qu'elles utilisaient des machines, des appareils non bridés et que la température descendait bien en dessous des moins 5 degrés. Et donc, il y avait eu des gros effets indésirables pour les clientes. Alors, la technologie IFU, donc la technologie IFU très en vogue actuellement. Donc qu'est-ce que c'est le IFU? Donc c'est une technologie, donc c'est de la haute fréquence, c'est des ultrasons focalisés à haute intensité. Voilà, de haute intensité. Donc c'est vrai que c'est très en vogue actuellement. Donc il y a plusieurs pièces à main. Donc les pièces à main, en fait, c'est selon à quel niveau je veux travailler. Est-ce que je veux être plutôt en surface et travailler sur plutôt une stimulation du collagène ou de l'élastine, ou est-ce que je veux plutôt travailler en profondeur sur les amas graisseux? Et là, c'est pareil, la frontière est mince entre les... Voilà, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit? Oui, alors pour les ultrasons focalisés, pareil, c'est une pratique pour laquelle il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'interdiction réglementaire. Le législateur avait
tenté de l'interdire en 2011 dans l'article 2 d'un décret de 2011. Mais cet article 2 avait été annulé par le Conseil d'État, par un arrêt du Conseil d'État de février 2012, parce que justement, la Haute Autorité de Santé avait du coup étudié tout ce qui concernait les actes à visée de lipolyse et avait considéré que toutes ces pratiques avec des agents externes ne représentaient pas de danger pour la sécurité et la santé humaine. Donc, il n'y avait pas de fondement juridique et de contre-indication à la santé publique pour interdire ce type de pratique. A contrario, il y a plusieurs pratiques qui ont été interdites, toutes les pratiques à visée où il y avait c'était invasif, avec des effractions cutanées. Et on a également un rapport de l'ANSES d'octobre 2016 qui dispose justement qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun texte qui interdit les pratiques des ultrasons focalisés en institut. On va passer à la dépilation. Voilà, donc la dépilation avec notre expert, donc Georges. Merci. Oui, alors donc, merci Florence et Christina. Donc Florence et Christina nous ont expliqué qu'effectivement, à partir du moment où il y a un traitement à destination, à visée esthétique, et qui n'est pas dangereux, il est autorisé. D'accord ? Donc le gouvernement, l'État, le ministère de la Santé, si il considère qu'un traitement est dangereux, il va l'interdire. S'il n'est pas dangereux, il ne va pas l'interdire. Donc invasif, oui, parce que tout ce qui est invasif est dangereux, hein, tout ce qui est biopsie, ponction, liposuction, tout ça, vous avez compris que c'est dangereux. Donc ça, c'est pas de l'esthétique, d'accord ? Mais il y a des traitements qui peuvent être dangereux sans être invasifs, comme la cryo ou les IPL ou les lasers. Alors, qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Est-ce que réellement les lasers sont dangereux ? S'ils sont dangereux pour la santé, à ce moment-là, ils seront interdits, forcément. Et c'est normal, c'est le rôle du gouvernement de protéger le citoyen. S'ils ne sont pas dangereux, à ce moment-là, l'esthéticienne peut pratiquer l'épilation au laser ou à l'IPL. Voilà, donc finalement, là, la question qu'on va se poser tout de suite, hein, donc il y a quelques slides, je vais passer assez rapidement, c'est est-ce que réellement c'est dangereux ? Alors, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le rayonnement qu'on envoie avec un laser ou un IPL, c'est un rayonnement dangereux ? Alors, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. En fait, non. Le rayonnement des lasers à épilation et des IPL ne sont pas des rayonnements dangereux. Pourquoi ? Parce que là, je vous ai mis quelque chose de très intéressant. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais. Voilà, ici. Là, vous voyez, ici, il y a... donc là, j'ai mis les longueurs d'onde. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Et là, vous avez les ultraviolets. Et vous voyez qu'il y a une barrière de dangerosité. C'est-à-dire que quand vous avez ici de la lumière visible, là, vous rentrez dans les UV. On voit que les ultraviolets sont dangereux pour les cellules. L'ADN, donc l'ADN, c'est ce qui constitue nos cellules. Et quand vous envoyez des ultraviolets sur nos cellules, vous cassez les liaisons hydrogènes donc, qui constituent l'ADN et vous créez des lésions. Et on peut avoir des lésions cancéreuses, des mélanomes, donc si vous avez une dose d'ultraviolet trop importante. Donc ici, vous avez des ultraviolets, mais plus loin, vous avez les rayons X et les rayons gamma qui sont encore beaucoup plus dangereux que les ultraviolets. Donc bien sûr, vos enfants, vous les protégez des ultraviolets parce que leurs cellules peuvent s'abîmer. Alors, on a de la chance parce qu'à droite de toute cette zone des ultraviolets, vous avez le visible et les infrarouges. Et là, vous voyez que l'énergie contenue dans les ondes visibles et infrarouges sont des ondes qui ne sont pas dangereuses pour les tissus. D'accord ? On ne va jamais créer des lésions au niveau de l'ADN avec de la lumière visible du jour ou de l'infrarouge. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lasers et les IPL
utilisés par les esthéticiennes ou les médecins ne sont pas dangereux, même à petite dose. D'accord ? Les ultraviolets, même à petite dose, sont dangereux. D'accord ? Alors, pour prendre une petite image, c'est comme... Alors, la lumière, c'est aussi des photons, c'est comme des gouttes de pluie. Donc là, on peut dire qu'à droite, c'est de la pluie qui tombe, d'accord ? Des photons. Et à gauche, c'est de la grêle, voire des grêlons, voire des gros grêlons ou des boules de pétanque à gauche. Donc vous imaginez des pare-brises de voiture, ici. Ah ben, s'il y a des gros grêlons qui tombent dessus, on va les casser, les pare-brises, d'accord ? Par contre, la pluie ne va pas casser les pare-brises. Voilà, donc c'est une petite image pour vous montrer que la lumière utilisée dans les lasers et les IPL n'est pas dangereuse. Alors, est-ce que pour autant, il y a zéro danger ? Ben non, parce que... Alors, il peut y avoir un danger de brûlure, parce que là, je vous ai pris l'image de la pluie, hein, d'accord ? La lumière visible, c'est comme de la pluie, mais s'il y a trop de pluie, ben, il peut y avoir des inondations et on peut emmener les voitures avec nous. Donc, d'accord ? La pluie peut créer des dégâts, même si ce n'est pas des grêlons. Alors, donc, dans quel cas on peut avoir des brûlures avec les lasers ou les IPL ? Ben, c'est dans le cas où vous faites un mauvais choix de configuration de machine, d'accord ? Vous mettez trop de puissance et trop d'énergie, à ce moment-là, vous risquez de brûler. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité, par exemple, quelqu'un qui a été au soleil, qui revient, il faut attendre au moins 4-5 semaines avant de le traiter, sinon vous allez brûler la peau. Voilà, donc ça, ce sont les conditions qu'il faut respecter. Si vous ne voulez pas brûler la peau, vous respectez les consignes et vous n'allez jamais brûler. Le laser ou l'IPL sera sécurisé tout le temps. Alors, ensuite, il y a aussi un chapitre important, c'est la protection oculaire. D'accord ? Donc, au niveau des lasers, il faut savoir que les lasers envoient une lumière qui reste concentrée. Hein, on dit qu'elle est collimatée tout le long. D'accord ? C'est comme mon laser que j'utilise. Vous voyez, la lumière ne diverge pas. Du coup, si la lumière arrive au niveau de l'œil, il peut y avoir des dégâts importants et vous pouvez aveugler quelqu'un. Donc, la législation est très sévère de ce côté-là. Elle vous oblige, si vous achetez un laser, si vous l'utilisez, à mettre des lunettes donc, qui respectent la norme EN207. Et si vous utilisez les lunettes d'une façon normale et respectueuse, vous n'aurez jamais d'accident. D'accord ? Bien sûr, votre cliente, c'est des coquilles qu'il faut lui mettre. Et pour les autres personnes, il faut fermer votre cabine de travail pour pas que quelqu'un rentre à l'improviste. Voilà. Si vous respectez ces règles-là, vous n'allez jamais brûler personne et vous n'allez toujours jamais brûler les yeux non plus. Et voilà. Donc, alors, on va continuer. Alors, là, c'est intéressant. Donc là, c'est pour un petit peu les spécialistes qui veulent acheter des lasers. Je vais vous parler un petit peu de comment choisir les longueurs d'onde. D'accord ? Quand vous allez acheter un laser, la question que vous allez vous poser, mais mon Dieu, quelle longueur d'onde je vais choisir, puisque chaque laser a une longueur d'onde de 810 nanomètres, 910, 1064. Alors, si vous connaissez des médecins esthéticiens autour de vous, les médecins esthéticiens vous diront, moi j'ai pris de l'alexandrite 750 nanomètres pour faire les phototypes clairs, et j'ai pris du 1064 pour faire les phototypes foncés. L'explication, elle est là. C'est qu'en fait, les courbes d'absorption ne sont pas du tout les mêmes pour les phototypes 1 à 6. D'accord ? Un phototype 6, c'est une peau qui a énormément de mélanine, d'accord ? Et qui va absorber la lumière beaucoup plus qu'un phototype 1. Donc, là, vous avez des courbes qui vont vous donner l'optimum, la meilleure longueur d'onde pour chaque phototype. Donc vous voyez que pour les phototypes 1, c'est des longueurs d'onde de 750 nanomètres, c'est très bien, c'est les alexandrites par exemple. Et pour les phototypes 6, vous avez du 1064. Donc ça tombe très bien. Les médecins ont bien fait de faire ce choix de 750 nanomètres pour les phototypes 1 et 1064. Alors, ici, si vous voulez faire un choix et traiter, enlever les poils des phototypes 2, par exemple, le 810 nanomètres, vous voyez, il est parfaitement adapté, c'est la courbe jaune, d'accord ?
Et si vous voulez faire du phototype 4, c'est du 950. Voilà, donc malheureusement, il n'y a pas une longueur d'onde qui fait tout. D'accord ? Alors, voilà, donc si par exemple vous voulez faire du phototype 1 à 4, bah, vous trouverez quelques fabricants ici qui ont des pièces à main où il y a un mélange de 810 nanomètres et 940 et vous pourrez faire du phototype 1 à 5 avec ces pièces à main. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant pour vous. Alors, on va continuer. Alors, si vous voulez choisir un bon laser, donc des petits conseils que je peux vous donner. Donc, voilà, il faut d'abord que le spot de votre laser soit homogène. S'il n'est pas homogène, vous serez obligé de travailler en mode balayage. Donc, le mode balayage n'a pas réellement convaincu tous les spécialistes. D'accord ? Donc, le meilleur mode d'épilation des poils, c'est du mode monoimpulsion. Vous faites un flash, une impulsion, vous avez tué le poil. Donc c'est ça qu'il faut choisir, d'accord ? Avec un spot homogène. Alors, il faut savoir que dès que vous allez commencer à travailler, vous allez vite vous rendre compte que les poils fins, au départ c'est assez facile, mais les dernières séances, vous allez avoir à traiter des poils fins. Donc les poils fins, pour les traiter, il faut des pièces à main puissantes. Et là, malheureusement, tous les constructeurs n'ont pas la puissance qu'il faut. Donc il faut prendre des pièces à main qui vont vous donner au moins cette puissance-là, 1000 watts par centimètre carré. Donc les ingénieurs appellent ça l'irradiance, c'est la puissance par centimètre carré, mais c'est ce qu'il faut pour traiter les poils fins. D'accord ? Bien sûr, alors après, c'est la rapidité, c'est le nombre de clients que je passe par heure. Là, il faut une pièce à main qui a une grande surface et des cadences rapides. Voilà, donc si vous avez un laser qui a ces qualités, bah vous ferez un très gros chiffre d'affaires et en toute sécurité, et tout va bien. Alors, on a quasiment fini. Là, c'est un peu pour dire que, effectivement, quand vous allez acheter votre appareil normalement sera forcément muni d'un CE médical. Donc ça veut dire qu'il a subi toutes les qualifications, les certifications, d'accord ? Ça c'est le rôle du fabricant ici, hein, d'avoir matériel conforme. Et vous de votre côté, vous aurez une obligation. C'est une obligation réglementaire du règlement 2017-745. Vous serez obligé, en cas d'incident, si un jour vous faites une brûlure, de faire une déclaration sur le portail d'AMED de la Commission européenne. Voilà, donc ça, c'est une obligation. On va vous autoriser à faire du laser, mais par contre, il y a des contreparties. Voilà, donc on a quasiment fini. Alors, pour la formation, rapidement, la formation, il faut des formations sérieuses pour utiliser le laser. Là, je vous ai donné un tout petit bout de formation que je donne. Donc, c'est des formations techniques, optiques, d'accord, sur les hormones, d'accord, sur un peu tout, pour devenir vraiment une experte et travailler en toute sécurité. Alors, bien sûr, les formateurs, les formations doivent avoir une qualification Calliope, d'accord. Calliope, ça veut dire que c'est une norme de qualité qui veut dire que les formateurs sont de haut niveau, que l'organisation, les formations sont aussi de haut niveau. Voilà, on a fini. Alors, juste pour finir avec une petite note. Oui, Calliope, tu sais ce que ça veut dire ? Non, je te laisse le dire. Alors, je voulais aborder un autre. Calliope, ça vient de Calliope, qui est une muse, qui est la fille de les 9 filles de Zeus. Donc c'est Calliope qui a donné son nom à Calliope. Voilà, sur une petite note. Voilà, je voulais juste que tu nous confirmes que concernant la pratique de l'IPL et du laser, les esthéticiennes ont bien le droit de pratiquer en toute sécurité. On est en attente. Il y a bien l'arrêté de 1962 qui réservait cette pratique de l'IPL et du laser a bien été annulé, enfin considéré comme non conforme par le Conseil d'État. Et là, on est en attente en fait du décret qui devrait arriver incessamment sous peu et qui va encadrer la pratique. Voilà, qui va l'encadrer. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Voilà, donc Florence a raison.
suite au règlement européen 2017-745, l'épilation au laser ou à l'IPL est considérée comme un acte à visée esthétique. Ensuite, le rôle de l'État, c'est d'interdire si c'est dangereux. Aujourd'hui, il n'a pas été prouvé que c'est dangereux. Je dirais que c'est même pas dangereux du tout quand c'est bien fait. Donc, le gouvernement a sorti déjà un décret, un projet de décret. Les gens de la CNAIB y étaient, par exemple, pour travailler pour vous. Donc, on y a été aussi. Et ce décret, il va sortir prochainement, effectivement, et il vous autorisera d'une façon complètement légale à faire de l'épilation au laser ou à l'IPL en toute légalité. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on est là. 2-3 questions avant de partir. Voilà, c'est un peu dense, mais on a été un peu vite. Hein. Voilà, désolé. Oui ? Sur quoi on peut aller retrouver les textes de loi, par exemple? Moi, je ne suis pas esthéticienne, mais je suis manipulatrice en radio. Oui. Et j'aimerais ouvrir justement Merci. Et j'aimerais justement ouvrir un cabinet de dermographie réparatrice post-cancer du sein et proposer aussi peut-être après du laser. Alors le décret en fait va ouvrir la possibilité pour les esthéticiennes et pour les infirmières, mais pas pour les autres professions. Voilà, et pour les médecins bien évidemment, mais pas. Ça sera vraiment réservé aux médecins, infirmières et esthéticiens. Parce que j'ai vu justement qu'il y avait des DU de laser, je sais pas, mais en fait manip radio et infirmières, les manip radio on les connaît pas beaucoup, mais c'est un peu comme les infirmières, on a droit de faire des infractions cutanées, on perfuse, donc du coup généralement des fois les compétences et les unités d'enseignement se relient. Alors en fait ce décret il va être aussi complété par un arrêté en fait du ministère de l'Éducation nationale qui sera certainement beaucoup plus précis sur les diplômes et sur les certifications nécessaires. Mais à date tout ce que je peux vous dire c'est que dans le projet de décret on parle d'infirmiers diplômés d'État. Okay. Voilà, donc je ne peux pas m'avancer plus sur le sujet. Bien sûr, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, bonjour. J'ai juste une question par rapport aux longueurs d'onde. Donc maintenant, il y a apparemment une 4e longueur d'onde qui est nouvelle dans l'épilation définitive, la 945, 940. Oui, Et... alors en fait, chaque longueur d'onde, si je reviens un petit peu voilà, ici, chaque longueur d'onde va être optimisée pour un phototype. D'accord ? Donc le 940 nanomètres est une longueur d'onde qui existe aujourd'hui, qui est parfaitement optimisée pour du phototype 4, voire 5. Donc si vous choisissez une pièce à main où il y a du 810 nanomètres et du 940, vous pourrez faire du phototype 1 au phototype 5 en toute sécurité, en toute efficacité. Voilà. D'accord, ma question c'était, donc apparemment cette longueur d'onde est adaptée même aux peaux bronzées, c'est-à-dire qu'on ne doit plus attendre 5 semaines pour pouvoir faire du laser. Ah non. Alors, quand on a été au soleil, de toute façon, il faut attendre 5 à 6 semaines avant de faire une séance d'épilation. Alors, si vous parlez du mode balayage, c'est un mode balayage à faible puissance, effectivement, mais l'efficacité, comme je vous ai dit aujourd'hui, n'est pas réellement prouvée. C'est plutôt l'inverse. Donc, il faut choisir des lasers puissants et bien optimisés au niveau des longueurs d'onde. Voilà. Vous aurez des bons résultats. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Au revoir.